Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Bonsoir à tous, ici Agora TV, Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Ici Rafi, Sandra et Mister X, et nous faisons ce soir une vidéo capitale, puisque je le disais dans ma capsule, et vous avez été plus de 8000 à la voir, que le gouvernement mondial a été officiellement annoncé. Alors nous allons attendre un petit peu, une fois n'est pas coutume, que tout le monde arrive, parce que l'information que nous allons vous donner ce soir est vraiment capitale, n'est-ce pas Rafi? Oui, merci de m'avoir coupé l'herbe sous le pied, puisque c'était moi qui étais censé le faire. C'est pas grave, on va rebondir. Effectivement, quand on a préparé cette émission, on s'est dit qu'il était primordial, avant qu'on commence le fil de l'actualité, que vous tous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous puissiez faire passer le lien de cette émission, inviter un maximum de monde. Il faut vraiment, vraiment que les gens partagent cette vidéo, que les gens viennent en masse, parce qu'on a ce qu'on a ce soir à vous annoncer est très grave. Effectivement, tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant des précédentes émissions était assez grave, mais là, ce soir, c'est particulièrement très, très grave. Oui, il y a de l'écho, on est au courant, on n'arrive pas à l'enlever. N'est-ce pas, François? Donc, on attend un petit peu que les choses se fassent, que les gens viennent un grand maximum pour que l'on puisse diffuser le plus possible, que les gens puissent être au courant. Donc, partagez, allez dans tous les réseaux sociaux que vous connaissez, faites passer le message à tous vos amis, allez sur toutes les plateformes, mettez le lien, faites ce que vous pouvez pour que l'on puisse au maximum voir cette émission ce soir. Voilà. Alors, en attendant que tout le monde arrive et d'aborder l'information capitale, on va quand même vous donner des nouvelles de Madame Georges. Et c'est pour cela que je laisse la parole à Sandra, parce que je crois que vous avez réussi quelque chose d'absolument phénoménal. Mais je laisse la primeur à Sandra.
D'accord. Bah, oui, d'abord, je tenais à tout remercier les agoraciens, agoraciennes, parce que grâce donc à vous, Madame Georges a pu voir donc ce matin le défenseur des droits, donc pendant une demi-heure. Donc, je dirais qu'avec Madame Georges, bah, ça s'était très bien passé. Il comprenait que oui, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, en effet. Déjà, pas de visite médicale, toujours pas de bas de contention, donc toujours pas de cabine téléphonique, sauf une heure, mais avec la promenade. Donc, Madame Georges peut pas marcher. Hein, donc, puisqu'elle est restée obligée de téléphoner à ce moment-là, dehors, même s'il pleut, il vente, pas le choix. Et bah, une fois qu'il est sorti, il a été voir le chef de la surveillance. Et là, bah, il est sorti tout sourire avec le chef de la surveillance, comme si bah, ce qu'il avait dit avec Madame Georges, elle s'était envolée. Voilà. Voilà. Alors, il a eu aussi cette réplique. Il a dit, vous savez, Madame Georges, tous les francs-maçons ne sont pas mauvais. Alors, avec vous ce soir, je vais lancer un défi à ce monsieur, ce délégué du défenseur des droits, qui s'appelle Monsieur Guy Bergenty. Et je vous dis, Monsieur Guy Bergenty, puisque tous les francs-maçons ne sont pas mauvais, je vais vous demander de me le prouver et de faire en sorte que ce qui arrive à Madame Georges ne reste pas sous le maillet. Par conséquent, chers agoraciens, chères agoraciennes qui avez écrit aux adresses qu'on vous a données pour aider Madame Georges, il faut que vous sachiez que le père de Madame Georges est en fin de vie et que d'après l'article 312-16 du Code, non, pardon, d'après l'article 24.7 des règles pénitentiaires européennes et l'article 723.3 du Code de procédure pénale, elle a le droit de sortir pour aller voir son père en fin de vie et même pour aller aux obsèques. Voilà les textes de loi concernés. Je vous demande de les noter et je vous demande d'écrire un mail à ce monsieur Bergenty pour obtenir que Madame Georges puisse approcher son père en fin de vie et surtout, éventuellement, puisse assister aux obsèques si ce monsieur devait décéder. Voilà l'adresse mail. Grâce à vous, Madame Georges a eu la visite du défenseur des droits. Eh bien, grâce à vous, ce qui arrive à Madame Georges ne restera pas sous le maillet, puisque, paraît-il, tous les francs-maçons ne sont pas mauvais. Donc, je compte sur vous pour écrire à ce monsieur en portant à sa connaissance le cas de Madame Georges, comme vous savez si bien le faire. Voilà. Alors, Rafi, une réaction? Bah, ma réaction, c'est que je m'aperçois que nous sommes réellement vus et entendus. Apparemment, le message que je vous ai donné juste un tout petit peu avant n'a pas l'air de porter ses fruits. Nous sommes que 21 sur Facebook. J'aimerais bien que le chiffre monte. Donc, essayer de faire le maximum pour que ça soit le plus relayé possible. Donc, oui, je vois Coupole qui me dit le live a déjà été relayé. Merci. Quoi, je vois aussi Jacqueline Lejeune qui me passe le bonjour à Sandra et à moi. Merci Toi, bien. Bonjour. tu pues, Mister X. Non, alors je précise quand même que là j'ai fait mardi une capsule pour annoncer cette émission. Vous êtes plus de 8900 à l'avoir vu. Oui, donc voilà, je pense que si vous avez vu la capsule, vous devriez être beaucoup plus ce soir. Voilà. D'autant plus, on vous prépare aussi quelque chose en fin d'émission, un générique particulier. Je vous invite donc de ne pas couper le live jusqu'au bout du générique, puisque vous allez être assez surpris parce qu'on va vous envoyer. Et d'ailleurs, je tiens quand même à rendre hommage à Rafi, puisque c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a créé. Et je lui en sais fort gré. Bon. Ben, je crois qu'on va quand même pouvoir commencer. Bah, ma foi. Les gens prendront le train en marche. Donc. Mais continuez pendant le fil de l'actualité, pendant qu'on est toujours en train de vous expliquer, d'envoyer les liens, essayer au maximum au train de l'émission d'inviter pas mal de monde pour que
les gens puissent se connecter. Oui, Jacqueline Lejeune, tu as dit aussi bonsoir à Mister X. Et je te dis bonsoir, Jacqueline, au fait. Je manque à tous mes égards, évidemment. Alors voilà, voilà ceci. Ceci, c'est la déclaration des chefs d'État et de gouvernement du G20 à New Delhi. Ce document que nous allons détailler ce soir a été signé par tous les chefs d'État, y compris notre Macron national. Et ce qu'il contient est d'une exceptionnelle gravité, puisque l'article 1 du préambule, c'est une seule planète, une seule famille, un même avenir. Telle est notre devise. Donc, si en lisant déjà rien que ça, vous ne comprenez pas que c'est l'annonce officielle du gouvernement mondial, je ne sais pas ce qu'il vous faut. D'autant plus que le point 2, je vous le cite en entier, nous, chefs d'État et de gouvernement du G20, nous sommes réunis à New Delhi les 9 et 10 septembre 2023. Nous nous réunissons à un moment historique, écoutez bien, les décisions que nous prenons aujourd'hui seront déterminantes pour l'avenir de nos concitoyens et pour celui de la planète. Désireux de vivre en harmonie avec notre environnement, nous nous engageons à prendre des mesures concrètes pour relever les défis mondiaux. Autrement dit, dans leur jargon à eux, c'est l'annonce du gouvernement mondial. Voilà. Alors, au point 3, nous avons des années de difficultés et de crises successives ont gravement entamé les progrès accomplis à la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030. Eh bien oui, il y a un certain nombre d'entités qui les ont dérangés d'ailleurs, dont Agora TV, bien sûr. Et ils nous reparlent, n'est-ce pas, des émissions de gaz à effet de serre qui continuent de croître et les changements climatiques, etc. Là, vous avez la patte, la griffe de M. Klaus Schwab. Vous savez qui c'est, je ne vais pas revenir dessus. La hausse du prix des matières premières, de l'énergie, des produits alimentaires contribue à l'augmentation du coût de la vie. Alors, pour votre information, l'électricité va encore augmenter de 10% en 2024. Nous, chefs d'État et de gouvernement du G20, qui est la première enceinte de coopération économique internationale, sommes déterminés à agir de manière concrète dans le cadre de partenariats. Nous nous engageons à, accrochez-vous, accélérer la croissance pour la rendre forte, durable, équilibrée et solidaire. Vous avez compris. Accélérer la mise en œuvre effective et totale du programme de développement durable à l'horizon 2030, donc leur agenda 2030, il aura lieu quoi qu'on fasse. Et nonobstant, ceux qui montent des projets avec des noms farfelus, j'y reviendrai en fin d'émission. Bah, pas forcément. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Quoi que l'on fasse, non, parce que justement, il n'en tient qu'à vous de faire en sorte que ça n'arrive pas. Oui, non, mais bien entendu, quand je dis quoi que l'on fasse, je pense à ces lanceurs d'alerte qui se présentent à des élections. On est d'accord. Point C. Je ne peux pas t'en empêcher. Hein. Nous accélérerons de toute urgence nos actions visant à traiter les enjeux liés au développement au climat, à promouvoir les modes de vie pour le développement durable, l'initiative LIFE, et à préserver la biodiversité, les forêts et les océans. Vous avez là, en filigrane, les villes de 15 minutes dont nous avons parlé dans une précédente émission. Au point D, améliorer l'accès aux contre-mesures médicales et faciliter l'augmentation des capacités d'approvisionnement et de production dans les pays en développement afin de mieux nous préparer aux futures urgences sanitaires. Vous avez là les futures pandémies, les futurs vaccins, on va rentrer dans le détail après. Accroître les financements de toute provenance pour accélérer les progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable. Mener des réformes afin de rendre les banques multilatérales de développement plus fortes et plus efficaces pour leur permettre de traiter les enjeux mondiaux afin d'optimiser leur effet sur le développement. Améliorer l'accès aux services numériques et aux infrastructures publiques numériques et mettre à profit les possibilités qu'offre la transition numérique pour stimuler une croissance durable et solidaire. En clair, faites-vous tous pucer. Voilà où on en est.
Je voudrais répondre à promouvoir un Coupole. Excuse-moi, je voudrais répondre à Coupole. Coupole qui dit donc en clair, la venue du roi Charles III n'est pas un hasard et il veut s'assurer que le plan s'accélère maintenant et que le nouvel ordre mondial a été annoncé. Je veux te répondre, Coupole, que sache une chose, le hasard n'existe pas. Rien n'est hasardeux. pour eux, surtout pour eux. Surtout pour eux. Surtout pour eux. Promouvoir un emploi rémunéré, sûr, sain, durable et de qualité. En clair, t'es pucé, t'es employé, t'es pucé, t'as un emploi, t'es pas pucé, t'as pas d'emploi. D'accord? Alors, bien évidemment, il nous parle également de la guerre en Ukraine. Bon, on ne va pas s'y attarder ce soir, mais bien entendu, c'est toujours la même chose, hein, des livraisons d'armes, etc., etc., etc. Voilà. Par contre, pour une croissance forte, durable et équilibrée, nous, chefs d'État, saluons les premières mesures prises par le Conseil de stabilité financière, les organismes de normalisation et certaines juridictions visant à déterminer quels enseignements peuvent être tirés de ces récentes perturbations dans le secteur bancaire, et nous les encourageons à poursuivre leurs efforts. Nous recourons à des mesures macro-prudentielles, le cas échéant, pour protéger contre les risques. Alors là, je vais vous montrer quand même quelque chose, pour vous montrer que cette affaire-là va se traduire dans votre vie quotidienne, parce que voilà. Donc, j'ai eu des témoignages cette semaine. Quelqu'un qui me dit, j'ai appelé une banque, qui m'a expliqué qu'elle propose un accompagnement pour passer au numérique dès maintenant. Un prêtre a appelé sa banque et on lui a dit que la puce va être imposée à tout le monde pour garder le compte bancaire. Une amie m'a appelé en me disant que son banquier en France lui a dit que cela commence dès octobre 2023. Il l'oblige à passer en numérique en janvier-février 2024. Il lui a dit que l'argent liquide, les chèques et la carte bancaire vont disparaître et être remplacés par le numérique. Et un autre témoignage, contacté pour me dire qu'à partir du mois d'octobre, elle ne pourrait plus payer l'école de son fils qu'avec le numérique. L'école n'acceptera plus les chèques, la carte bancaire et l'argent liquide. On y est, mes amis, ça fait des années que je vous le dis. Alors, à ce stade, réaction de Rafi et de Sandra. Déjà, je vais répondre à Coupole, je suis vachement dans le chat actuellement. Elle nous met donc un des thèmes qu'on va aborder justement un tout petit peu plus loin dans l'émission. Je vais pas spoiler pour pas que les personnes qui n'ont pas vu le message sachent à l'avance. Effectivement, tu as raison et on va l'aborder dans un petit moment au niveau des traites que l'on est en train de me faire passer. Alors, en réaction, ben oui, on est en train de marcher sur la tête et sans les mains, là, moi j'ai envie de dire. Sans les mains, vous voyez, on est en train de marcher comme ça, on tape la tête par terre, quoi. Eh oui. Oui, puis bah, comme ça, ils vont tout pouvoir nous contrôler. Voilà, on va être pucés, ils vont contrôler, voilà, et on va être complètement sous leur domination. On n'aura plus de liberté. Et déjà, ils commencent par le financier, donc ce qui est le plus important pour les gens. Si on n'a plus d'argent liquide, de carte bancaire, ils disent de toute façon, les gens n'auront pas d'autre choix que d'être pucés. Sinon, ils ne pourront plus faire leurs courses, on ne pourra plus vivre, tout simplement. Plus savoir les salaires, plus rien. Alors justement, c'est là, je reviendrai après, on va voir le caractère des résistants, parce que le Christ a dit, qui voudra garder sa vie, la perdra, qui perdra sa vie, la sauvera. Moi, j'ai juste un truc à dire, à rajouter. À ces gens qui ont pondu ces textes, je ne sais pas s'ils se rendent bien compte comment dirais-je, des actes que ça va avoir derrière, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas pouvoir en réchapper à tout ça et ça va poser un gros problème. Mais n'en déplaise à vous, vous savez que vous avez quand même besoin de nous pour que vous puissiez vivre. Donc, en faisant ce genre de persécution envers nos personnes et nous-mêmes, vous n'avez pas peur de couper ce qu'on appelle la poule aux œufs d'or. C'est nous qui produisons quand même à un moment donné. Vous êtes en train vous-même de vous couper la branche sur laquelle vous êtes assis. À un moment donné, j'aimerais bien que vous ayez un petit peu la réflexion de vous dire, est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop loin? Alors, justement, on va trop loin et ils disent, nous prenons note du rôle essentiel que joue l'entreprise privée pour accélérer la croissance et encourager les transformations économiques durables. À cet effet, nous sommes déterminés à travailler avec le secteur privé pour, tenez-vous bien,
faciliter l'investissement, notamment l'investissement étranger, pour bâtir des modèles commerciaux durables. Donc, il n'y aura que les grandes entreprises multinationales, les petites entreprises terminées. Concevoir des filières de projets susceptibles d'attirer des investissements dans des pays en développement. Donc, on va mettre de l'argent dans les pays en développement au lieu de le mettre chez nous, de façon que les pays en développement arrivent à un niveau de vie qui leur permette d'intégrer cette matrice mondiale. Promouvoir des modalités qui facilitent le commerce et réduisent le coût des opérations commerciales. Je ne sais pas si vous réalisez de dont il s'agit. Il est question, à partir de 2024, figurez-vous, si vous êtes entrepreneur, vous allez devoir faire des factures électroniques. Il n'y aura plus de factures papier. Et les factures électroniques, vous allez devoir les envoyer en temps réel au fisc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le contrôle qui était a posteriori jusqu'à maintenant, il devient en temps réel. C'est fou. Ouais. Alors, Coupole qui nous dit, Rafi, Sandra, vous êtes libre de refuser, c'est un droit qui nous est dû, et de refuser les choses inacceptables. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu nous dis là. Évidemment hein, que nous sommes en droit, et vous-même, hein, de refuser, et on refusera, évidemment. On n'est pas dingue à ce point-là, on n'est pas auto-suicidaire. Et puis, d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite annonce. Je n'ai aucune raison et aucune envie de me suicider, hein, au cas où il y a quelque chose qui se passe. Ouais, comme ça, vous le savez. Donc, François, apparemment, toi, tu n'es pas concerné sur le refus vis-à-vis du message. Moi, ce que j'ai envie de dire, il fut un temps, il est très lointain, où pour rentrer chez quelqu'un, il y avait simplement un simple rideau dans la porte d'entrée où on disait à la personne, tu es là, je peux rentrer, tu vois, il n'y avait rien qui t'empêchait vraiment de pouvoir accéder. Et depuis, on a mis des portes, on a mis des verrous, on a mis maintenant des digicodes, on met des caméras, des sonnettes. J'ai envie de te dire, Echo, si demain, pour qu'on puisse accéder à quelque chose de bénin, et quelque chose complètement, on va dire, complètement simple, comme aller acheter une baguette de pain, eh bien, il va falloir montrer patte blanche, si je puis dire. Comment on fait? Bon, d'accord, il y a François, il va me dire, on va planter des carottes. Je laisse rebondir, François. Oui, je vais rebondir en disant deux choses. C'est qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire si on n'est plus pucé. Par exemple, il est prévu dimanche dans le village d'à côté un vide-grenier. Fini les vides-greniers. Comment voulez-vous? Le pauvre gars qui va prendre 2 mètres pour vendre ses babioles au vide-grenier, il va falloir qu'il ait un lecteur de puce pour les gens. Non, mais c'est totalement infaisable. Tout ça va devenir mondial. Et ils veulent avoir l'œil absolument à tout. D'ailleurs, ici, nous réaffirmons notre volonté de garantir des règles du jeu et une concurrence équitable en décourageant le protectionnisme et les pratiques de distorsion du marché pour promouvoir un environnement propice au commerce et à l'investissement pour tous. Nous réaffirmons la nécessité de poursuivre la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Vous allez avoir un commerce mondial. Un mécanisme, alors, rendre accessible à tous les membres d'ici 2024 un mécanisme de règlement des différends efficace et pleinement opérationnel. Nous nous engageons à œuvrer de manière constructive au succès de la 13e conférence de l'OMC. C'est l'OMC qui va être le patron mondial du commerce. Vous n'êtes pas de l'OMC, vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre si vous n'avez pas la marque. Je vais l'œil du... Elle avait raison, ma grand-mère. Oui, et moi, je me pose une question quand même. Je vais vous dire une chose, hein, vos voisins ne seront pas vos amis, le père dénoncera son père, la mère, son fils, la mère dénoncera sa fille, etc. Bon, moi je vais vous dire une chose, on dit en Gascogne, les amis, c'est comme les melons, il faut en tâter 50 avant d'en trouver un bon. Tout à fait. Ouais, bah, si tu commences à tâter les gens, ça ne va pas le faire. Hein. Mais qu'est-ce qui va devenir des pays qui ne veulent pas souscrire justement à l'ordre mondial? Ils seront obligés parce qu'ils ont des dettes.
On annule votre dette si vous souscrivez à l'ordre mondial. Voilà. On leur donne la carotte. Nous accueillons avec satisfaction les principes de haut niveau sur la numérisation des documents commerciaux. Nous agirons pour favoriser leur mise en œuvre et nous encouragerons les autres pays à envisager de les appliquer. Le fameux contrôle en temps réel. Alors, il y a Isabelle Mu qui aurait besoin qu'on lui répare son lave-linge. Alors, éventuellement, Isabelle, si quelqu'un aurait une courgette à lui proposer pour que... non, elle vous propose une courgette pour que quelqu'un puisse réparer son lave-linge. Si quelqu'un est intéressé par une courgette, Isabelle, et ben voilà, l'appel est fait. Alors, nous préparer à l'emploi de demain, écoutez bien. Nous nous engageons à remédier au déficit de compétences, à promouvoir l'emploi décent, à garantir des mesures de protection sociale solidaire pour tous. À cet effet, nous reconnaissons que des travailleurs bien intégrés et bien formés profitent aussi bien au pays d'origine qu'au pays de destination et nous nous engageons à œuvrer en faveur de flux migratoires bien gérés, réguliers et reposant sur les compétences. Donc, si tu as de la valeur de tes compétences, on te mettra un joli code barre sur le dos et tu pourras aller travailler en Europe, et si tu n'as pas de valeur, tu resteras crevé dans ton désert. Alors, je vois qu'il y en a un qui a mis un smiley qui rit aux larmes. Ben moi, je trouve que c'est pas drôle. Et j'ajoute pour cette personne, parce que moi, je vois Facebook user, je ne sais pas qui c'est. Tu le vois, je crois que c'est toujours Isabelle Mu qu'elle rigole à ma vanne. Ah oui. Non, parce que sinon, j'ai envie de dire, ceux de Sodome riaient aussi. Puis un jour, ils n'ont plus rigolé du tout. Je vais rebondir sur ce que tu disais, et franchement, c'est très inquiétant, et justement, ça me fait pas rire, évidemment. Encore aujourd'hui, on a regardé un rapport par rapport à nos enfants qui rentrent en 6e, et encore pire, ceux qui rentrent dans les lycées. Figurez-vous qu'ils sont quasiment presque illettrés. Hein. Presque illettrés. Ils n'arrivent plus ils savent plus écrire, ils savent plus compter, etc. Ils ont un recul en mathématiques, mais c'est un truc de fou. Et le gouvernement commence à s'inquiéter de ça. Mais avec ce que tu viens de dire, on comprend qu'on est en train de créer des abrutis pour le futur. Ah, mais dire que ça, écoute ça. Non mais, nous nous engageons à étudier la mise en place d'une classification internationale de référence des emplois par compétences et qualifications afin de faciliter la comparabilité transfrontalière et la reconnaissance mutuelle des compétences et des qualifications. Le code barre sur le dos. Alors effectivement, quand tu vois qu'on nous enlève des heures dans le programme scolaire et qu'on le remplace par des trucs farfelus, et en plus on rajoute actuellement un nouveau programme qui consiste à l'éducation sexuelle, comment tu veux que nos gamins apprennent à lire et à écrire, quoi? Ah ben attends, justement, nous accueillons favorablement la boîte à outils globale qui offre des cadres flexibles pour concevoir et mettre en place des programmes numériques de perfectionnement et de recyclage. Les gamins vont être enseignés par des robots. Ouais. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dont il parle. Oui. Et alors, surtout, la suite, là, au point 5, nous cherchons à parvenir à une couverture sociale universelle bénéficiant d'un financement durable et nous étudions la portabilité des prestations de sécurité sociale par des accords bilatéraux ou multilatéraux. Une sécu mondiale. Une sécu mondiale. Alors, en filigrane de ça, et je pense que là, Rafi et Sandra vont rebondir. T'es vacciné, t'es soigné, t'es pas vacciné, t'es pas soigné. Oui. Non, mais ça existe déjà. Hein. Oui, non, mais là, ça va se mondialiser. Non, mais attends, juste pour faire un petit rafraîchissement de mémoire à ceux qui nous écoutent, on a vu à la télévision, hein, sur BFM, et puis d'autres chaînes, j'ai du mal, ça fait mal. On a vu, hein, devant des hôpitaux, des gens qui cognaient à la vitre, ouvrez-nous, il est en train de mourir avec le papa par terre. Le papa est en train de mourir, ils n'ont pas ouvert parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Ça existe déjà. Oui, absolument. Oui, mais même, regardez, quand on veut rentrer dans le milieu scolaire, si on n'a pas des vaccins obligatoires, on ne peut pas être scolarisé. Ça avait déjà commencé? Oui, absolument. Ça avait déjà commencé comme ça. Et à chaque fois qu'il y a une rentrée scolaire, eh ben, on demande, est-ce que vos enfants sont vaccinés? Et alors, justement, au niveau bancaire, là, vous l'avez en page 9, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là.
On va le remettre en exergue là. Ce que je vous ai montré, les témoignages tout à l'heure, vous l'avez en page 9. Nous encourageons également le développement continu et l'utilisation responsable des innovations technologiques, notamment des systèmes de paiement innovants, afin d'améliorer l'accès aux services financiers de base jusqu'au dernier maillon de la chaîne et de réaliser des progrès pour réduire le coût des transferts de fonds. Nous soutenons par ailleurs la poursuite des efforts visant à renforcer la maîtrise des outils financiers numériques et la protection des consommateurs. Ah oui, alors, bien sûr, tu as les outils de paiement numérique des consommateurs, tu n'as plus les outils de paiement numérique, tu peux ni acheter ni vendre. Nous approuvons le plan d'action 2023 du G20 pour l'accès aux services financiers, feuille de route tournée vers l'avenir et axée sur des mesures concrètes pour améliorer rapidement l'accès aux services financiers de base des particuliers, des micro, petites et moyennes entreprises, en particulier des groupes vulnérables et défavorisés, justement, dans les pays du G20. Je vous signale que le distributeur bancaire de mon village, où il y avait un code barre et à flasher avec son portable, et puis un code barre et un QR code à flasher avec le portable, quand j'avais fait une vidéo dénonçant ça en disant vous allez voir, ça va arriver, c'était il y a 1 an, et bien il y en a qui l'ont mis à cheste. Bien. Rafi, Sandra, des réactions là. Oui, je suis en train de chercher un truc. Bon, alors pendant que tu cherches, Sandra. Oui, bah, de toute façon, ils veulent vraiment nous fliquer. Voilà, on va plus être du tout maître donc de notre vie. On va être des petits moutons. De toute façon, ils vont tout créer pour que de toute façon, voilà, ils aient le monopole sur nos vies. Mais ça va être très dangereux puisque de toute façon, ils vont commencer par le financier pour vraiment étouffer les gens. Et là, on aura, voilà, soit bah, vous faites pucer, voilà, comme les animaux, hein, on puce les animaux, après on prend un code barre et zoup. Voilà, on n'aura plus de personnalité, plus de liberté. Voilà. Et alors, renouveler notre engagement en faveur des objectifs de développement durable. Écoutez bien ça, les amis, parce que c'est de la folie furieuse. Mais tu veux pas de ma réaction? Mais si, vas-y, Rafi, pardon. J'attends, hein. Vas-y, Rafi. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Cette fameuse phrase, ne pourront plus ni acheter ni vendre. Et moi, je vais vous lire l'Apocalypse 13, 16, 18. Et elle fit que tout, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'hommes et son nombre est 666. Apocalypse 13, 16, 18. Ne pourra plus acheter ni vendre. Mais, et pour être clair, c'est qu'il faut également, si on veut être complet, lire Apocalypse 14, où il est dit que celui qui adore la bête, donc il prend la marque de la bête, sera torturé nuit et jour devant l'agneau et son supplice sera sans fin. Chapitre 14. Alors, est-ce que vous avez vraiment l'impression, chers agoraciens, agoraciennes et tous ceux qui nous écoutent, que le sujet qu'on est en train de vous dispenser ce soir est une affabulation, un fantasme, une idée préconçue, du complotisme, du conspirationnisme, une idée abracadabrante, des choses qui sortent de nos cerveaux tordus? Est-ce que vous avez vraiment cette impression-là? Ça serait bien que vous répondiez à Rafi dans les commentaires. Bon. Nous reconnaissons, alors, renouveler notre engagement en faveur des objectifs de développement durable. Nous reconnaissons le rôle joué par la transition numérique, l'intelligence artificielle et les progrès en matière de données, ainsi que la nécessité de lutter contre les fractures numériques. Nous entérinons les principes du G20 sur l'application des données au profit du développement et nous nous félicitons de la décision de lancer une initiative de renforcement des capacités en matière de données pour le développement, ainsi que d'autres initiatives existantes. L'intelligence artificielle, mes amis. Alors, figurez-vous que, voilà, c'est pas vieux ce que je vais vous donner, puisque c'est le 19 septembre.
Écoutez, Madame Borne, Première ministre, vous voyez, c'est marqué là, je le mets là, c'est marqué Première ministre. Vous voyez? La Première ministre Elisabeth Borne a installé le 19 septembre le premier comité de l'intelligence artificielle. Comme si elle s'était engagée à la rencontre des entrepreneurs de France le 28 août 2023, la Première ministre a installé le premier comité de l'intelligence artificielle le 19 septembre à Matignon. Alors, ce comité doit renforcer nos formations pour développer davantage de talents en France, investir pour favoriser l'innovation française sur la scène internationale, définir une régulation adaptée des différents secteurs pour protéger des dérives. Et pour faire ça, elle a rassemblé des acteurs de différents secteurs, culturels, économie, technologie, recherche. Par contre, la solidarité, le handicap, ça ne l'intéresse pas. Pour contribuer à éclairer les décisions du gouvernement et faire de la France un pays à la pointe de la révolution de l'intelligence artificielle. Les membres de ce comité présenteront des propositions concrètes d'ici 6 mois afin d'adapter notre stratégie nationale. Eh les amis, vous voulez les membres du comité? J'ai la liste. Rafi, Sandra, ça vous intéresse les membres du comité? Ah oui, moi ça m'intéresse. Bien sûr. Je pense Alors, que ça doit intéresser nos agoraciens. Et agoraciennes, évidemment. Philippe Aguillon, économiste spécialiste de l'innovation. Anne Bouvereau, docteur en intelligence artificielle. Oui, il y a un doctorat en intelligence artificielle, présidente du conseil d'administration de l'École normale supérieure. Là, c'est les coprésidents. Membre, Gilles Babinet, président du conseil national du numérique. Ah oui. Joëlle Barral, directrice scientifique chez Google. Bon. Alexandra Bensamoun, personnalité qualifiée au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Noza Boudjema, membre du groupement d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle auprès de la Commission européenne. Vous voyez qui est derrière tout ça? Bernard Charles, directeur général de Dassault Systèmes. Ouais, Dassault. Julia, expert en intelligence artificielle générative. Yann Lecune, VP et Chief Scientist chez Meta Expert de l'IA générative. Arthur Mensch, fondateur de Mistral. Cédric O, consultant, ancien secrétaire d'État au numérique. Isabelle Rille, directrice du Paris Artificial Intelligence Research Institute. Franca Salis-Madinier, alors là, secrétaire national de la CFDT, cadre en charge de l'Europe numérique, de l'intelligence artificielle et de la protection des lanceurs d'alerte. Celui qui me dit que les syndicats ne sont pas des vendus, je lui fais avaler ce document. Ouais. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui sont en train de... fondateur de l'OGP, et Gaël Barocco, chercheur en informatique. Tu peux y aller maintenant, Rafi. Non, j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, et puis, en fait, vous savez, des fois, je m'emporte, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'on est vu par énormément de monde, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, on est même vu par CNews, ça on le sait, de sources sûres, on est regardé par les médias mainstream, hein, et toutes confondues, on est même scruté à la loupe. Donc, en général, je m'adresse à tous ces gens-là, pas forcément à vous, agoraciens, agoraciennes, parce que je sais très bien que vous êtes très intelligent et que vous comprenez très bien la situation et tout ce que l'on vous dit. Mais que vous êtes aussi suffisamment intelligent pour savoir ce que vous devez croire ou pas et de faire votre propre opinion. Donc, je m'adresse à toutes ces personnes qui n'ont absolument rien à voir avec la résistance, mais qui nous suivent quand même, hein, parce qu'ils nous suivent, hein, faut pas se mentir. Du coup, j'ai perdu le fil. Donc, ces personnes qui nous suivent, à un moment donné, j'ai envie que commencer à vous réveiller. Et pour ceux qui pensent que ce qu'on est en train de faire là, ce que vient de faire François, si vous voulez nous traiter de balance parce qu'on vient d'énumérer des noms, voilà, j'ai retrouvé le fil, hein, bah, que grand bien vous fasse. Mais en même temps, c'est vous qui avez signé ces rubriques, hein, et qui avez posé vos noms. Et puis, à moins qu'on ne nous ait pas tout dit, mais il me semble qu'on ne vous a pas mis un flingue sur la tempe pour signer ces documents. Donc, vous l'avez fait de votre propre chef avec votre mental. Excusez-moi du peu. Vous êtes en train de scier, encore une fois, la branche sur laquelle vous êtes assis. Mais ça n'a pas l'air de vous choquer.
Non, puis moi, la question que je me pose, c'est que j'ai eu affaire à l'intelligence artificielle il y a quelques jours. J'ai été pensant tomber sur une personne, hein, un être humain, je dirais, et je suis tombée sur une intelligence artificielle. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Honnêtement, j'ai pas du tout apprécié. C'est très impersonnel, mais surtout, je me suis dit, mais cette intelligence artificielle, mais elle prend le travail d'une personne. Ah oui. Donc, quand il nous parle, oui, on va créer des emplois, on va faire, voilà, tout le monde doit avoir l'emploi, le plein emploi, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont devenir avec l'intelligence artificielle? Parce que Ah, mais il y a finalement, ça pire. prend des gens. Mais oui, mais Sandra, tu as tout à fait raison. Au point d'ailleurs qu'ils sont en train d'étudier au niveau européen, je suis ça, un changement des règles concernant l'assurance pour s'exonérer justement de responsabilité en cas de conneries faites par les intelligences artificielles. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Et alors justement, Sandra m'a fourni une excellente transition sur la suite, puisque non seulement ça prend le travail d'une personne, et donc on nous dit qu'on va créer des emplois, alors qu'on va mettre l'intelligence artificielle pour les détruire, mais on nous dit qu'on veut éliminer la faim et la malnutrition. Tu mangeras si tu as la puce. Et oui. Alors, ils nous font tout un topo sur la coopération en matière de recherche des céréales nutritives et des résiliences face au changement climatique, tels que le millet, le quinoa, le sorgho, d'autres cultures traditionnelles, notamment le riz, le blé, le maïs. Bien sûr, il y a tout ce qui concerne les insectes. Je synthétise parce que je vois le temps qui tourne, ma femme est là pour un bon bout de temps. Les insectes qu'on veut nous faire manger, moi je suis désolé, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui nous écoutez, et Sandra et Rafi, mais moi je ne boufferai jamais des insectes, je ne suis pas une poule. Ouais. Ceci dit, tu ne sais même pas si tu n'en as pas déjà mangé. Ah, je vais vous dire. Ah, mais si, parce que je vais vous dire une chose, les amis. Si vous aimez les yaourts Yoplait aux fraises avec le rouge, ben le rouge, c'est des cochenilles. Hey. Bon, d'ailleurs, attendez, parce que justement, il y a un événement numérique qui vise à promouvoir, tenez-vous bien, un projet. Alors, est-ce que j'ai mis ça? Non. Attendez, parce qu'on parle de ça, un projet qui s'appelle Open Food Facts. Et quand vous allez sur le site Open Food Facts, qui est une base de données, alors bon, je ne l'ai pas mis dans ma liste. Attends, je vais le mettre dans ma liste parce qu'il faut que vous sachiez tout de même. Alors attends, je l'avais capturé tout à l'heure dans nos discussions pré-directes, mais je ne l'ai pas mis. Voilà. Alors, hop. Là. J'arrive, hein, je ne suis pas long. C'est juste pour que j'ai oublié de le alors, mettre. pendant que tu cherches, je vais meubler. Tu parlais de cochenille. Moi, je vous invite tous, chers agoraciens, agoraciennes, et puis les non-agoraciens et non-agoraciennes et non-intelligents qui ne sont pas assez suffisamment intelligents, hein, comme tu dis toi, mon cher François. Mais les agoraciens sont très intelligents. C'est pas ça, les agoraciens sont très intelligents. Ça y est, non, je ne parlais pas des agoraciens, je parlais des autres. Ah oui, oui. Voilà. Donc, j'invite toutes les personnes, y compris les autres, à aller faire un petit tour dans votre frigo et aller chercher des aliments faits industriels et aller regarder la composition et chercher dedans si vous voyez, ah oui, les industriels de couleur rouge notamment, hein, et chercher à l'intérieur, dans la composition, le E120. E120. Si vous trouvez ça, eh ben, sachez que c'est de la cochonille. Et qu'est-ce que c'est que la cochonille? C'est une toute petite puce rouge qui est broyée et qu'on en fait du jus pour colorer les aliments. Voilà. Hein. Alors, regardez, Open Fact Food, là, Open Food Facts est une base de données de produits alimentaires créés par tous et pour tous. Vous pouvez l'utiliser pour faire de meilleurs choix alimentaires et comme les données sont ouvertes, tout le monde peut les réutiliser pour tout usage. Eh bien, moi, j'ai fait une recherche, regardez ce que vous avez dedans. Vous avez toutes les merdes qu'on trouve dans les supermarchés. Vous avez le Nutella avec son huile de palme, vous avez le Coca-Cola qui me sert, moi, je vais vous dire à quoi me sert le Coca-Cola après. Vous avez toutes les céréales, bref, vous avez tout ça qui est totalement mauvais pour la santé. Pour info quand même, hein, moi, le Coca-Cola, j'ai du Coca-Cola à la maison, mais pas pour le boire. Ça me sert à enlever la rouille de mes boulons. Ouais. Alors, je vais aller plus loin hein, dans le E120.
Donc, et on nous dit bien que c'est de la cochenille. Hein. Et donc, la cochenille est un colorant naturel de couleur rouge. Son pigment est issu de la cochenille, Dactylopius, Coccus costa. C'est un insecte parasite de divers cactus. L'acide terminique est obtenu à partir d'extraits de cochenille. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Et alors, justement, ça nous amène à une autre transition, c'est qu'ils font ça et ils nous disent et que nous, chefs d'État, nous voulons renforcer la santé mondiale et mettre en œuvre l'approche une seule santé. Ouais. Vous voyez, nous demeurons déterminés à renforcer l'architecture mondiale de la santé, articulée autour de l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez le traité pandémie là derrière, et à bâtir des systèmes de santé plus résilients, plus équitables, plus durables, plus solidaires, pour parvenir à la couverture sanitaire universelle, mettre en œuvre l'approche une seule santé, améliorer la préparation aux pandémies. C'est noir sur blanc, améliorer la préparation aux pandémies. Donc, ils en prévoient d'autres. Et renforcer les systèmes de surveillance des maladies infectieuses. Autrement dit, t'es pucé, t'es soigné, t'es pas pucé, t'es pas soigné. À cet effet. Alors qu'il dit j'étais en train de souper, ça m'a coupé l'appétit. Ah ben, je suis désolé. Alors, à cet effet, nous accorderons la priorité au renforcement des soins de santé primaires et du personnel de santé, ainsi qu'à l'amélioration des systèmes de santé et des services de santé essentiels par rapport à la période précédant la pandémie de préférence dans un délai de 2 à 3 ans, à la poursuite des progrès sur la voie de l'éradication, etc., de certains nombre de maladies. Nous améliorerons la résilience des systèmes de santé, nous appuierons la mise en place des systèmes de santé à faible intensité de carbone et résilients face au changement climatique en collaboration avec les BMD, et nous soutiendrons les travaux de l'Alliance pour une action transformatrice sur le climat et la santé sous l'égide de l'OMS. T'es pucé, t'es soigné, t'es pas pucé, t'es pas soigné. Nous faciliterons l'accès équitable à des vaccins, à des produits thérapeutiques et à des moyens de diagnostic sûrs, efficaces et de qualité à un coût abordable, ainsi qu'à d'autres contre-mesures médicales. Vous voulez voir comment ils vont faire? Ça tombe bien. J'ai encore quelque chose qui va faire bondir là. Est-ce que c'est ici? Non, c'est pas ça. Alors là, j'ai un petit peu de mal avec... C'est pas ça. Alors on va le trouver. Voilà, le gouvernement envisage de conditionner la délivrance de certains antibiotiques à la réalisation d'un test de dépistage en pharmacie. Cela sera dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, voté en fin d'année. Concrètement, tu vas dans une pharmacie, on t'a prescrit les antibiotiques, et le pharmacien va te dire, ah oui, mais pour te délivrer le médicament, il faut que tu passes un test PCR. Moi, j'aimerais avoir la réaction des agoraciens et des agoraciennes qui nous écoutent, en plus de celle de Rafi et de Sandra que j'écoute maintenant. Évidemment. Déjà, Coupole, c'est toi qui avais, excuse-moi Sandra, c'est Coupole qui nous l'avait dit un petit peu en amont, qu'elle avait publié ça dans le chat. Tu vois, on est en train d'en parler, mais ça faisait partie du sujet. Effectivement, je te remercie d'être informé. Et heureusement, chers agoraciens, agoraciennes, que grâce à des émissions comme la nôtre, vous êtes informés, que vous allez chercher l'information vous-même. On n'est pas non plus, on ne prétend pas être des savants et tout savoir, et que effectivement, vous êtes vous à même aussi d'aller chercher l'information. Alors effectivement, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ce passage-là. C'est-à-dire qu'on a un médecin qui vient te donner un antibiotique, donc il t'a sculpté, il a déterminé une posologie, et il te donne donc un médicament à prendre, et tu vas aller le chercher dans une pharmacie, une officine, peu importe. De quel droit le médecin, pas le médecin, pardon, le pharmacien, pardon, s'octroie le droit par rapport à une dépêche gouvernementale? Ah ben, s'il veut son traitement pour se soigner d'après son médecin, ben, il faut d'abord qu'il marque et qu'il montre patte blanche. Patte blanche. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi s'assurer qu'il soit bien vacciné. On fait un petit test dans le nez et on fonce là-bas dedans. Non, mais attendez, les mecs. Est-ce que vous vous en rendez compte quand même que si une personne a besoin d'un traitement qui a été administré par son médecin et qu'on lui donne pas son traitement et que vous l'obligez à faire quelque chose qu'il ne veut pas et que la loi lui donne le droit de ne pas accepter, vous êtes en train de violer la loi de non-assistance en personne en danger. C'est une violation. Oui, absolument. Parce que, oui, mais le problème, c'est que le pharmacien,
Lui, on lui dira, si tu donnes les antibiotiques sans que le test soit fait, la Sécu va te sanctionner et te réclamer le pognon que tu as facturé en trop. Voilà. Et alors que de notre côté, s'il ne donne pas les antibiotiques et que la personne meurt, il aura mis en danger la vie d'autrui. Oui, On ok, dit dans les deux d'accord. cas, non mais si vous êtes pharmacien que vous m'écoutez, là, dans les deux cas, vous commettez un délit et vous vous faites pesquer, là. Hein. Ben, moi, je préfère encore désobéir, faire acte de désobéissance si j'étais pharmacien par rapport à des ordres qui sont complètement aberrantes. Et d'ailleurs, je m'adresse à tous les corps de métier qui ont, on va dire, une fonction d'autorité quelque part. Vous savez que vous avez un droit de désobéissance. N'allez pas avec cette excuse. Oui, j'ai simplement obéi aux ordres. Vous savez que vous avez une charte qui vous dit tout simplement, quand un ordre est aberrant, vous avez le droit de désobéir. Si vous êtes dans un cas où vous êtes en train d'aller donner la mort à quelqu'un et qu'on vous dit vous avez l'obligation de le faire, mais bon sang de bonsoir, désobéissez, vous n'avez pas le droit éthiquement de le faire et moralement de le faire. Vous devez désobéir. Mais je vais plus loin. Ceux qui, les accusés de Nuremberg, qui ont dit j'ai obéi aux ordres, on les a pendus quand même. On les a pendus quand même. Oui. Alors, Sandra, une réaction, excuse-moi. Bah, c'est exactement moi ce que Rafi a dit, hein, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que moi je trouve ça aberrant. On va voir un médecin, si on va voir un médecin, c'est qu'il est compétent pour nous délivrer des médicaments. Il connaît la pathologie. Il nous a examinés, à moins qu'on fasse ça à distance, parce que c'est aussi dans l'air du temps, ça, maintenant, de faire les consultations à Il parle de la distance. télémédecine, là, après. Il parle de la télémédecine. Voilà. Mais lorsqu'on va voir son médecin traitant, moi, si je vais voir mon médecin traitant, c'est parce que je suis malade et que je sais que c'est lui qui va me soigner. Sinon, j'irai voir directement mon pharmacien. Ouais. Donc là, il y a une aberration. Absolument. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à certains médecins, que Dieu les garde, évidemment, qui ont prescrit des médicaments qui, soi-disant, de l'État étaient interdits. Et quand l'État a le droit d'interdire des médicaments, hein, parce qu'ils ont prescrit des médicaments, on les a radiés, on les a privés de travailler, on les a privés de salaire. Encore récemment, le professeur Joyeux. Entre autres. Le professeur Joyeux, récemment, Rafi. Oui. Alors, il existe quand même des gens courageux qui tiennent le coup et qui ont perdu leur emploi. Ça existe. Mais voilà, il faut devenir des résistants. Et je vous le redirai dans mon discours final, la résistance n'est pas un dîner de gala. Hein? Alors, ça c'est le volet santé. Mais maintenant, ça va beaucoup plus loin. Puisqu'ils nous disent aussi, nous, chefs d'État, nous allons vous dispenser une éducation de qualité. Alors écoutez, parents, je vous en supplie, écoutez-moi. Nous sommes déterminés à permettre à chacun, y compris les personnes en situation de vulnérabilité, de bénéficier d'une éducation et d'une formation inclusive, Rafi va vous expliquer ce mot, équitable et de qualité. Nous reconnaissons qu'il est important d'investir dans le développement du capital humain. Non mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le capital humain. Alors, je vais laisser Rafi disserter sur cette... Et après, je vous dirai ce qu'ils veulent faire à cet effet. Vas-y, Rafi. Parce que déjà, je pense qu'il y a un mot qui ne vous a pas échappé dans le narratif de François. Enfin, d'après ce qu'il a lu. C'est pas ses propos, c'est les propos de ce qu'il lit. Je corrige, hein, évidemment. Le mot inclusif. Si tu veux bien la relire, la ligne. Oui. Nous sommes déterminés à permettre à chacun, y compris les personnes en situation de vulnérabilité, de bénéficier d'une éducation et d'une formation inclusive. C'est-à-dire que si tu le veux ou pas, on s'insère dans ta vie privée, il se force à rentrer de force chez toi, où que tu sois, inclusivement, c'est une obligation, que tu veuilles ou non. Voilà, c'est inclusif, ils le disent clairement. C'est à degré ou de force. Alors, il y a surtout des choses qui, moi, m'ont retourné l'estomac. Parce qu'à cet effet, pour cette éducation inclusive, nous prenons acte de l'importance des apprentissages fondamentaux. Écoutez la liste des apprentissages fondamentaux selon ces gens-là. Et lecture, écriture, calcul et compétences socio-émotionnelles.
Vous qui nous écoutez, mettez-nous dans les commentaires qu'est-ce que c'est pour vous compétences socio-émotionnelles. Ouais. Raconte, Sandra. Si je vous dis compétences socio-émotionnelles, c'est quoi? C'est notre capacité à pouvoir faire face à une situation, voilà. Hein, c'est-à-dire que là, on n'étudie plus des matières, on va nous étudier, nous, notre capacité de résistance. Ouais. Voilà. Mais c'est pas une matière, ça. Et puis chacun. Alors, continue, Sandra. Moi, enfin, personnellement, je pense que chacun réagit différemment en fonction des situations, mais ils veulent nous mettre, vraiment nous parquer. Voilà, on va être parqué dès l'école. Ils vont je dirais, voilà, celui-là, il n'est pas résistant, donc on va le mettre après à faire tel emploi parce qu'il ne sera pas capable de faire autre chose. C'est ça. On va être complètement... on n'aura plus de liberté. Parce que là, tu parles de personnes qui sont peu résistants, on va les écarter, mais il y a aussi d'autres catégories. Hein. Tu as les sanguins et tu as aussi les faux calmes. Et ça, mais il n'y a pas que ça. Attends, ils veulent essayer de comment dirais-je, de capter qui sont ces sanguins et ces faux calmes. Un petit peu comme quelque part nous, hein, nous sommes quand même des sanguins et avec un tour de chauffe, on y va et on se laisse pas aller. On nous laisse. Vous oubliez quelque chose, mes amis. Tu veux pas que je finisse? Non, mais vous oubliez quelque chose, mes amis. Dans les compétences socio-émotionnelles, il y a le sexe. Oui, non, attends, on y va. Ils mettent l'éducation sexuelle à l'école. Et vous allez voir. Oui, tu veux y aller? Attends, on va y aller. Laisse-moi finir quand même. Hein, Fini. Voilà. Effectivement, vous voyez, nous qui sommes des alerteurs, des lanceurs d'alerte, on pourrait rentrer dans une catégorie de personnes, comme tu disais, Sandra, qui encaissent assez bien et qui a du répondant, de la répartie, où on y va, quoi. On ne se laisse pas faire, on réfléchit. Et en plus, derrière, on commente, on décrypte, on analyse et on explique. Ça ne les arrange pas, hein, ces gens-là, tout ce qu'on est en train de faire. Et effectivement, des gens comme nous, il y en existe beaucoup. Mais leur intérêt, justement, de ce que tu es en train de dire, socio-émotionnel, c'est d'arriver à capter toutes ces personnes-là qui pourraient présenter un danger pour eux et de les casser. Pour nous, on les appelle à nous rejoindre. Pourquoi? Parce que, justement, cette éducation sexuelle à l'école. Moi, je suis désolé, vous savez, je suis un homme de documents. J'ai récupéré leur manuel. Alors, SOS Éducation, c'est basé, eux, sur les standards de l'OMS et les standards d'éducation sexuelle en Europe. Et vous allez voir, vous feriez mieux de vous accrocher à vos chaises parce que l'éducation sexuelle n'est pratiquement jamais une branche d'examen, même si certains de ces éléments devraient ou pourraient l'être dès lors qu'ils sont traités dans le cadre de branches obligatoires comme la biologie. Pour être suffisamment valorisée, l'éducation sexuelle devrait devenir une branche d'examen. Devrait. C'est conditionnel. Hein. L'éducation sexuelle à vos gamins, c'est dans leurs documents. Oui. Et je poursuis. Attends. Avant de poursuivre, je répète non, mais encore une fois. Je lis juste ce paragraphe, après tu diras tout ce que tu veux, mon Rafi. Dispenser l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle doit être participative. Les jeunes ne doivent pas être des récepteurs passifs, mais doivent au contraire jouer un rôle actif dans l'organisation, le déroulement et l'évaluation de l'éducation sexuelle. C'est le seul moyen de garantir que l'éducation sexuelle soit axée sur les besoins et les intérêts et ne suive pas simplement un programme préétabli ou un agenda défini par l'enseignant-éducateur. Oui, je peux? Oui. Donc, je disais, c'est du conditionnel. Ce que tu viens de dire là, on n'est pas en train de dire que c'est. Il faut faire attention avec les mots et une virgule dans une phrase, ça change complètement le contexte de la phrase. C'est du conditionnel. Et pourquoi c'est du conditionnel? Parce qu'il en tient qu'à vous. Dans la mesure où vous acceptez ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est-à-dire l'éducation sexuelle dans nos écoles, ils se disent, ça devrait être comme ça, on devrait faire des examens, il faudrait mettre des conditionnements, etc. Mais ils savent très bien que, mais c'est pas bien, c'est mal. Parce que quand je dis qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, ils sont aussi un petit peu perspicaces, ils réfléchissent un tout petit peu, ils se disent, ouais, c'est pas bien quand même. Hein. Mais bon, si les gens acceptent, c'est ce que je suis en train de vous dire, eh ben allons-y gaiement.
On y va. Mais si vous n'acceptez pas, ben, le devrait, ben, il ne sera jamais. Alors, d'autant plus que les enseignants ont maintenant ce que j'appelle là, les cahiers causeries. Ouais. Parler de sexualité de manière adaptée aux jeunes enfants éduqués pour protéger, vous allez voir. Restez bien attachés à vos chaises. Je vois qu'il n'y a plus de commentaires, les gens sont scotchés. Dis-moi que Marvin est un outil de discussion conçu pour aborder tout ce que les enfants de 0 à 5 ans devraient savoir sur la sexualité. Le contenu de ce cahier causerie est adapté au degré de compréhension des jeunes enfants et vise à optimiser leur développement ainsi qu'à favoriser la mise en place de facteurs de protection contre la violence sexuelle. Il se divise entre 4 grandes parties. Éducation sexuelle des tout-petits, la base. Éducation sexuelle des tout-petits, situation particulière. Éducation sexuelle des tout-petits, questions courantes des parents. Et ressources existantes et références. Et bien moi, je vous dis, avant de laisser la parole à Rafi et Sandra, que nous, sur Agora TV, nous avons élaboré un document, je le montre à l'antenne, que j'envoie sur simple demande, voilà, avec le cadre juridique approprié qui permet aux parents de refuser que leur gamin participe à ces saloperies. Et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Et je le détaillerai à tous ceux qui m'appelleront au téléphone. Parce que c'est un scandale. Maintenant, je laisse la parole à Rafi et à Sandra. Remets-moi le slide, juste. C'est pas grave si on ne voit pas. Voilà. Je voudrais attirer l'attention sur ce qui est écrit. Vous voyez, aborder tout ce que les enfants de 0 à 5 ans devraient savoir sur la sexualité, de 0 à 5 ans. Je pense qu'on est beaucoup de parents ici, hein, moi y compris, et vous savez très bien comment ça fonctionne dans les écoles depuis toujours. Remets-le, le slide, parce que je vais revenir sur les points. Moi, pourquoi je vous dis ça 0 à 5 ans, ils sont où vos enfants à 0 à 5 ans? Ils ne sont pas au cours préparatoire, ils ne sont pas au CP, ils ne sont pas en primaire, là. En maternelle. Même pas, ils sont à la crèche de 0 à 5 ans. De 0 à 3 ans, ils sont à la crèche. D'accord? À 3 ans, ils commencent la maternelle. Mais réfléchissez un petit peu, on va leur faire quoi à l'école à 3 ans? Moi, je me souviens, quand j'avais mes enfants, je les emmenais à l'école, ils faisaient des dessins, ils jouaient de la pâte à modeler, ils avaient des jouets en bois, des espèces de cubes où il fallait mettre dedans des objets de forme triangulaire, de forme arrondie, de forme carrée, rectangle, etc. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Éducation sexuelle des tout-petits, la base. Éducation sexuelle des tout-petits, situation particulière. Éducation sexuelle des tout-petits, questions courantes des parents et ressources existantes et références. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ils sont capables de changer les outils pédagogiques qu'on utilise pour nos petits bambins par des jouets pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai même peur de vous dire à quoi je pense, mais je pense que vous avez tous compris. Mais moi, très franchement, si moi je vais dans un établissement comme cela, où j'emmène mon petit garçon ou ma petite fille, et que je vois des bacs transparents avec des jouets pour adultes à l'intérieur, je crois que mon sang fait un tour. Il va se passer des trucs très graves pour cet établissement. Je ne pourrais jamais accepter ça. Jamais de ma vie. Et ça concerne aussi les grands-parents. Ça concerne les tontons, les tatas, les frères et les sœurs qui avaient des neveux. Ça vous concerne tous. Parce qu'à un moment donné, on confie nos enfants aussi à nos parents, qui sont les grands-parents, à nos oncles et à nos tantes, à nos cousins et nos cousines, qui emmènent nos enfants par la main à l'école, et que vous voyez aussi ces choses-là. Mais ne gardez pas ça pour vous. Même essayez de prendre des photos, parce que c'est quelque chose de très grave. Vous rendez-vous compte où est-ce qu'on va? Parce qu'on a pu imaginer ça un jour. Oui, et puis moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Rafi, c'est que là, les enfants de 0 à 3 ans, ils sont soit à la crèche, soit à l'heure, on les met, enfin moi personnellement dans mon cas présent, mes enfants, ils étaient confiés à une nounou. Oui. Donc, franchement, la nounou, je la vois quand même mal faire l'éducation sexuelle aux enfants qu'on lui confie. Ah bah, ça veut dire qu'il va falloir qu'on la forme aussi, cette personne-là, l'éducation sexuelle, pour qu'elle forme nos enfants là-dessus. 0 à 5 ans, il y a des gens, tous les gens qui travaillent, tout le monde ne peut pas laisser leurs enfants aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, parce que on est loin géographiquement et tout ça.
Mais se pose aussi cette question-là. Ah, mais Qu'est-ce qu'ils vont devenir, nos enfants, avec ça? justement, je vais présenter vendredi prochain, si vous avez envie d'être là. J'ai récupéré en interne, figurez-vous, le PowerPoint d'Aurore Berger pour présenter le pacte de solidarité. Et ça, c'est le sujet de la vidéo de vendredi prochain. Et figurez-vous qu'elle met le paquet sur l'accueil petite enfance, c'est-à-dire sur la garde des enfants pour que les parents puissent travailler, pour que ce soit plus un frein à l'emploi. Et derrière, il y a ça, il y a l'éducation sexuelle des tout-petits. Alors, ce document qu'on a élaboré pour les écoles, il est aussi valable, vous le faites parvenir, bien sûr, à la nounou du gosse. Je mettrai la bannière en fin d'émission, vous me le demandez, je veux répondre à 1000 mails, là, c'est urgent. Oui. S'il te plaît, François, remets le slide, s'il te plaît. Là. Je réponds à Coco Sinel, et qui pose la question à la crèche aussi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans la phrase de discussion conçue pour aborder tout ce que les enfants de 0 à 5 ans devraient savoir sur la sexualité? Ils sont où, les enfants de 0 à 5 ans? Ils sont où, dis-moi? Qu'est-ce que tu comprends pas, là? De 0 à 5 ans. Moi, je voudrais rebondir, Rafi, mais je vais enlever le slide. Je vais rebondir sur un commentaire qui a été fait. Est-ce que tu peux me dire, Rafi, parce que moi, je ne vois que Facebook Users, la personne qui dit si les parents s'opposent à l'éducation sexuelle à leurs enfants vont être placés. Alors, je cherche. Voilà, parce que je vais répondre à sa question. Patricia Théodore. Ah, Patricia Théodore, salut, on se connaît. Alors oui, effectivement, c'est un risque. Et je voudrais, justement, tu me donnes l'occasion de parler aux parents d'enfants placés, c'est que cette éducation sexuelle-là, l'ASE la pratique. C'est-à-dire que quand un enfant est placé, le gardien de l'enfant, c'est le président du conseil départemental. On va y revenir avec la vaccination tout à l'heure. Et effectivement, l'ASE, dans les foyers, dans certaines familles d'accueil, il y a des formations à ça pour les assistants familiaux, pratiquent cette éducation sexuelle. Donc, sachez que si vous avez un enfant placé, je vais vous donner un exemple, je ne vais pas donner le nom, mais je vais vous donner un exemple d'une gamine placée à 7 ans. Alors, la mère a subi les visites médiatisées, etc., 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 etc. Elle a été libérée, en quelque sorte, de l'ASE à l'âge de 18 ans. Bon, elle a eu le contrat jeune majeur, elle a trouvé du boulot. Elle est revenue voir sa mère qu'elle n'avait pas vue depuis quelques années en lui présentant sa copine et en lui annonçant qu'elle était lesbienne. Destruction de la famille, protocole de Toronto, la loge 666, je cite de mémoire. Nous ne voulons pas protéger les enfants, nous voulons en faire des personnes handicapées psychologiquement pour servir à nos visées mondialistes. J'ai fait une vidéo sur le protocole de Toronto il y a longtemps, nous le reprendrons. Voilà, au niveau des enfants placés, ce qu'il y a derrière. Vous devez également fournir à l'ASE ce document. Parce que contrairement à la vaccination, il n'y a pas de loi qui fait que le président du conseil départemental peut outrepasser vos droits. Voilà ce qu'il y a derrière, dispenser une éducation de qualité. Et ils ajoutent, nous réaffirmons notre volonté d'exploiter les opportunités des technologies numériques pour réduire les fractures numériques dans leur ensemble. Nous apportons notre soutien aux établissements d'enseignement et aux enseignants pour permettre de suivre le rythme des nouvelles évolutions des progrès technologiques. Ça va être numérique en plus. Mais quand ils disent que l'éducation sexuelle devrait être une branche d'examen, mais attendez, ils vont imposer à vos mômes des épreuves pratiques ou quoi? Ouais. Ah, oui, parce que regardez bien, dans le document, le deuxième document que tu as mis, ils ont mis participative en gras. Et c'est le seul mot. Moi, ça m'a choqué. Attends, Sandra, on va le remettre, il est là. Participative en gras, oui. C'est le seul mot, là, dans ce qu'on voit dans l'article, qui est en gras. Donc, ça veut dire qu'ils vraiment, ils y tiennent à ce que ça soit participatif. Les jeunes ne doivent pas être des récepteurs passifs, mais dans au contraire jouer un rôle actif.
Hein, c'est juste en dessous. Voilà. Mais c'est grave. Et en plus, des enfants de zéro, enfin, de zéro, enfin, ils viennent de naître. Qu'est-ce qu'un enfant qui vient de naître vraiment se soucie d'éducation sexuelle? Honnêtement, la seule chose qui compte pour lui, c'est dormir, manger. Alors justement, on va, parce que vous voyez, ils disent traiter conjointement les enjeux financiers et les enjeux sanitaires. Et donc, ils nous disent qu'ils accueillent favorablement les discussions portant sur le cadre relatif aux risques aux vulnérabilités, de la santé, etc., etc., etc. Et vous savez qu'en filigrane de cette éducation sexuelle, et je vais vous remettre un slide, vous savez que, encore une fois, je suis un homme de documents, j'aime bien aller chercher les documents qui s'envoient entre eux. Regardez le beau mail qui se sont envoyés entre eux sur la santé. Campagne de vaccination contre le Covid-19 à l'automne 2023. J'avais sorti une note, mais là, c'est du 15 septembre. À tous les professionnels de santé. Regardez bien, c'est en gras. Les cibles de la campagne de vaccination contre le Covid-19 sont les suivantes. Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes âgées de plus de 6 mois atteintes de comorbidité et un risque plus élevé de forme grave de la maladie. Autrement dit, ils vont vacciner les jeunes enfants. Pourquoi? À la lumière de ce qu'on vient de voir. Parce qu'ils n'ont pas envie de choper le Covid en se faisant des jeunes gosses? Je ne sais pas, je pose la question. Hein. Je le fais pour vous faire ouvrir les yeux. Des réactions, Sandra et Rafi, là. Et puis vous autres en Oui, commentaire. oui, surtout que, bon, dans le document que tu nous as fourni, il parle d'éradiquer le sida quand même. Ça serait Oui, en embêtant plus. Et oui. donc c'est vrai que ça serait embêtant de choper le sida quand même. Hein. Donc, bon, voilà. Rafi, qu'en penses-tu? Je trouve qu'on est vraiment dans un truc de dingue, quoi. Si c'est vraiment ça, on a affaire à vraiment des pervers et je sais même pas si on peut le dire, quoi. Il y a des mots. Alors, il y a quelqu'un qui dit, je ne sais pas qui c'est, mais je pense que les parents ne vont pas accepter cela. Mais vous ne devez pas l'accepter. Quitte à vous barrer avec vos enfants. N'oubliez pas que le Christ l'a dit. Malheur à celui qui touche à un de ses petits. Il vaudrait mieux qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin que tournent les ânes et qu'on le jette dans la mer. Attention, c'est grave là. Hein. C'est la forme la plus grave du mal, disait Saint Jean-Paul II. Il faut le savoir. Bon. Et donc, ils veulent traiter en plus, bien sûr, ils vont financer tout ça. Hein? Nous accueillons favorablement le rapport sur les bonnes pratiques concernant les arrangements institutionnels dans les domaines financiers et sanitaires durant la pandémie de Covid-19, qui contribuera à la préparation conjointe des secteurs financiers et sanitaires afin de soutenir notre riposte face aux futures pandémies. Ils admettent en page 16 de cette déclaration qu'il y aura des futures pandémies. Alors, moi, ça me surprend parce que je me souviens d'une femme politique quand elle était dans un certain gouvernement et qu'elle avait mis en garde en disant il y aura des pandémies futures, il faut se préparer. On l'avait gentiment renvoyée dans ses penates. Tout le monde rigolait en disant non, non, les pandémies, ça n'arrivera jamais chez nous. Il n'y en aura pas. Ça va rester en Chine parce que c'était surtout là-bas qu'il y en avait. Et là, tout d'un coup, depuis qu'il y a eu le Covid qui est arrivé, maintenant, on nous dit oh, il va y avoir plein de pandémies à l'avenir. Oui, oui. Et la femme politique en question, elle gêne tellement que tout son parti est mis en examen. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oui. Moi, j'invite les agoraciens et les agoraciennes, enfin, qui, à mon avis, doivent déjà l'avoir fait, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et puis ceux qui nous regardent aussi, qui ne sont pas des agoraciens, agoraciennes, je m'adresse vraiment à tout le monde. Hein. Est-ce qu'on peut éventuellement faire changer des pensées tout à chacun dans la mesure où on ouvre les oreilles et qu'on enlève les œillères? Ça veut dire qu'on est averti et ouvert. Moi, je vous invite d'aller voir un petit peu ce que dit Astrid Steckelberger, une personne qui est souvent un médecin qu'on connaît bien, un médecin qu'on connaît bien, oui, qu'on connaît très bien. Ce qu'elle pense d'une pandémie, ce qu'est, d'après elle, une pandémie, et quand est-ce qu'on peut déclarer une pandémie. Vous allez être surpris de ce qu'est vraiment une pandémie, parce que je réagis, Sandra, à ce que tu as dit, qu'on pensait que ça venait de Chine et que c'est arrivé jusqu'ici. Mais réellement, quand on
entend ce que dit Astrid, et on sait avec qui elle a travaillé, avec qui elle a collaboré dans le passé, parce elle a travaillé avec l'ONU et avec les gens de l'OMS, elle connaît tout ça, elle connaît tous ces gens-là, et elle a débattu, et elle débat toujours. Mais vous allez comprendre qu'il y a un problème dans le terme de pandémie, et qu'on nous a mis quelque chose qui, d'après ses dires, n'avait pas lieu d'exister. Oui. Alors, en même temps, vous vous souvenez de la vidéo qu'on avait faite sur les villes de 15 minutes? Eh bien, vous les avez là, les villes de 15 minutes. Généraliser les modes de vie pour le développement durable, LIFE. Nous nous engageons à mettre en œuvre les principes de haut niveau du G20 relatifs aux modes de vie pour le développement durable. Nous soutenons la mise en œuvre de ces principes de haut niveau par la coopération internationale, un soutien financier, ainsi que le développement, le déploiement et la diffusion des technologies. Nous encourageons les organisations internationales à les prendre en compte dans leurs programmes en tant que de besoin. Nous prenons note du lancement du programme Voyage et mode de vie, LIFE. Nous soutenons le développement de destinations intelligentes, responsables et durables. Alors déjà, vous aurez droit à un nombre limité de voyages en avion dans votre vie et vous ne choisirez plus les destinations. Eh oui, c'est ça que ça veut dire. Hein. En plus, il faut que tu utilises un mode de transport intelligent. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, on l'a après, puisqu'il est dit en page 23, nous mettrons en œuvre et encouragerons les efforts pour tripler d'ici 2030 les capacités en énergie renouvelable à l'échelle mondiale en nous appuyant sur les objectifs et mesures déjà définis. Et nous intensifierons en page 24 nos efforts pour mettre en œuvre l'engagement pris à Pittsburgh en 2009 d'abandonner progressivement et de rationaliser à moyen terme les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui sont source de gaspillage, et nous nous engageons à atteindre cet objectif tout en apportant un soutien ciblé aux plus pauvres, aux plus vulnérables. Ça, c'est la voiture électrique qui a foutu l'année dernière, pendant l'été, le feu à la Gironde pendant presque 3 semaines. Voiture électrique qui comment dirais-je, pollue même avant, même sa construction. Hein. Non mais, elle pollue, et en plus, déjà c'est une escroquerie parce que il parle des leasing électriques, elle ne vous appartiendra jamais, mais vous payez un crédit. Deuxièmement, vous payez la batterie tous les mois parce qu'elle vous est louée, elle ne vous est pas vendue. Et puis, en plus, l'électricité flambe. L'électricité flambe, et j'ajoute qu'on est obligé d'acheter de l'électricité à des pays qui en produisent parce qu'on n'en produit pas assez. Mais on en vend à l'Ukraine. Mais on en vend à l'Ukraine. Attends, et qui en produisent avec des usines à charbon. Oui. Ouais. Et je reviens sur les voitures électriques qui polluent avant même leur construction. Je ne sais pas si ça vous parle, la République dominicaine du Congo. Démocratique du Congo, pardon. Ben moi, je pense à ça. Parce que, voyez-vous, là-bas, il y a beaucoup de mines de lithium. Et quand on extrait le lithium, il faut voir dans quel état on laisse les terres. C'est plus des terres, hein, c'est des terres vagues, avec des marées qui puent, qui bouffent l'air. Après, on nous parle, ouais, il faut réduire le CO2, mais là-bas, la République dominicaine du Congo, là, excusez-moi, quoi. Vos voitures électriques que vous utilisez aujourd'hui sont en train de tuer les gens là-bas. Et moi, je vais vous dire, on a commencé l'émission en disant, vas-y, redis-moi le titre de ton flyer, du document. Une seule planète, je sais pas quoi. Là. Une seule planète, une seule famille, un seul avenir, telle est notre devise. Voilà. Eh bien, moi, je reprends cette argumentation-là. Effectivement, on est en train de faire ici de l'écologie avec ces putains de bagnoles électriques pour pouvoir préserver nos continents, genre européens, pour ne pas parler de la France, parce qu'il faut faire de l'écologie par rapport aux citoyens qui vivent. Mais bon sang, mais on vit tous dans la même planète. Il n'y a pas une planète B. Il n'y a qu'une seule planète, la nôtre. Alors quand on fait des efforts ici, soi-disant, comme on est en train de vouloir nous les faire faire, forcer, etc., avec de l'intelligence artificielle, puisque ce n'est plus ni moins que ça, ben de l'autre côté, de la même planète, on est en train de tuer des gens. Mais pas avec de l'intelligence artificielle,
on est en train de les tuer réellement avec de la pollution. On est en train de les détruire. On vole leur terrain, on vole leurs richesses et on les empoisonne. Et on tue des gens dans les pays, comme tu dis, en voie de développement. Mais là, je lis, nous prenons note du fait que 5 800 à 5 900 milliards de dollars sont nécessaires d'ici 2030 pour les pays en développement, notamment pour mettre en œuvre leur CDN, ainsi que 4 000 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour les technologies liées à l'énergie propre afin d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Tout votre pognon va partir dans les pays en voie de développement. Et tu crois que ça suffira pour ces pays-là où ils ont tout détruit là-bas pour, Ah mais non, mais c'est pas ça, ça suffira pas. Mais toi, on va te pressuriser d'impôts, mon pauvre Rafi. hein? Parce qu'en plus, non content d'avoir foutu le bordel ailleurs, c'est à nous de réparer. Et voilà, non mais voilà. C'est pas à eux, c'est nous qui devons réparer leurs conneries à eux. Mais voilà. Et les gens, vous savez pas dire non? Je sais pas, vous savez pas dire non. Non. C'est dur à dire non. Bah oui, Mais c'est de toute dur parce façon, que... c'est très clair, hein, si vous voulez aller contre la puce, il faut créer, j'y reviendrai après, une zone d'humanité libre. Non mais les gars, sérieux, faites-vous un examen de conscience parce que si vous savez pas dire non, et pourtant vous le faites quasiment tous les jours pour certains, quand vous passez devant un SDF et qu'il vous tend la main, donne-moi pour que je puisse manger, ben vous lui dites non. Par contre, des gens qui disent on va vous buter, vous leur dites oui. Il y a un truc qui va pas là. Eh oui. Et alors, nous prenons note des progrès accomplis dans la détermination des facteurs favorisant les villes inclusives. Nous notons également le cadre personnalisable du G20 et de la Banque asiatique de développement sur le renforcement des capacités en matière d'administration urbaine pour guider les collectivités locales dans l'évaluation et le renforcement de leur capacité institutionnelle globale et ainsi fournir des services publics efficaces. Vous allez avoir les villes 15 minutes. Hein. Vous allez tout avoir à 15 minutes. Vous n'allez pas pouvoir sortir de votre zone 15 minutes. Hein. Si vous ne bougez pas, si vous ne vous réveillez pas, évidemment. Si vous rêvez pas. Et ben justement, petite information, j'ai vu ça hier. Vous savez qu'hier, on a eu la visite de Charles III, pardon, qui est venu hier. Donc, c'est le roi d'Angleterre et souverain de Londres, hein, entre autres. Ben, sachez que les Londoniens s'insurgent par rapport à ça, les villes de 15 minutes. D'après les médias, ils sont devenus tellement paranoïaques, ils ont tellement peur de cette histoire de 15 minutes que Londres est en train de revenir en arrière, de reculer. Oui, Londres s'insurge, c'est fait. Parce que les gens disent non, mais on est en train de les traiter en parallèle de parano, hein, d'accord? Ben, vous voyez comme quoi, vaut mieux passer pour un parano et être libre. Alors, dernière partie, bâtir des infrastructures publiques numériques. Nous reconnaissons que des infrastructures publiques numériques sûres, sécurisées, fiables, responsables et inclusives, qui respectent les droits de l'homme, les données personnelles, la vie privée, et les droits de propriété intellectuelle, peuvent renforcer la résilience et favoriser la fourniture de services innovation. À cet effet, nous accueillons avec satisfaction dans le cadre du G20 pour des systèmes d'infrastructures publiques numériques qui reposent sur une base volontaire et contiennent des propositions sur l'élaboration de déploiement, la gouvernance d'infrastructures numériques. Nous nous félicitons du plan présenté par l'Inde pour bâtir et tenir à jour un répertoire mondial des infrastructures publiques numériques, recensant de manière numérique les infrastructures publiques numériques partagées à titre volontaire par les membres du G20 et d'autres partenaires. Moi, je vais Il va y avoir un répertoire mondial des infrastructures numériques. Ouais. Vous rendez compte? Moi, je vais demander aux agoraciens de me répondre. Vraiment, hein, écoutez ce que je vais vous demander. Je l'ai fait hier soir avec François et avec Sandra. Ils m'ont tous répondu la même chose. Et moi, je vous demande à vous tous, là, qui nous écoutez, vous pouvez me rappeler un petit peu en Inde ce qu'il en est par rapport à la liberté de l'homme? Juste comme ça, pour voir. Dites-moi ce que vous en pensez des droits de l'homme en Inde, dans l'Inde. Comment que ça fonctionne là-bas?
Et on vient de nous dire, là, tu peux même le relire si tu veux, hein, François. Oui, alors attends, parce que je n'étais pas là-dessus. Nous félicitons du plan présenté par l'Inde pour bâtir et tenir à jour un répertoire mondial des infrastructures publiques numériques recensant de manière numérique les infrastructures publiques numériques partagées à titre volontaire par les membres du G20 et d'autres partenaires. Ouais. Se félicite de l'Inde. Hein. Alors, l'Inde, au niveau de matière de droits de l'homme, c'est comment ça se passe là-bas? Ah oui, non, là, c'est le pays des intouchables. Hein. C'est ce que je te disais hier soir. C'est le pays des intouchables. Ouais. Alors, je vous envoie ce document sur simple demande, bien entendu, comme je le fais toujours, ainsi que les autres documents de l'émission, bien entendu. Hein, bien entendu. Et alors, par contre, je vais quand même... Voilà, ce que je n'avais pas montré, qui est aussi très important, ici, voilà. Le gouvernement britannique vient d'adopter très discrètement un projet de loi au Parlement qui signifie que quiconque conteste la position officielle du gouvernement sur tout en ligne sera poursuivi et rapidement incarcéré. Le changement discret de la loi a été adopté dans divers pays européens à la demande du Forum économique mondial qui s'inquiète de la tendance croissante à la résistance à son programme. Alors on les dérange. Si vous regardez Agora TV, si vous êtes au Royaume-Uni, vous risquez la prison maintenant. Ouais, sauf qu'apparemment, il se réveille là-bas au Royaume-Uni. Hein. Alors maintenant, il se réveille, oui. Et c'est très bien. La 5e plus grande banque d'Australie, Macquarie Bank, a annoncé qu'elle passerait aux transactions uniquement numériques à partir de janvier 2024. La banque supprimera progressivement tous les services de paiement en espèces par chèque, par téléphone dans ses 80 agences. Toutes les transactions en espèces en agence seront alors totalement arrêtées d'ici novembre 2024. C'est le chef d'État australien a signé ça. Voyez-vous? Ouais. Oui. Alors après, la grande réinitialisation, Great Reset en anglais, est un programme d'inspiration cybernétique visant à informatiser totalement les sociétés humaines au point de fusionner le biologique et le numérique, selon les mots de Klaus Schwab. Eh ouais, on fera peut-être même l'amour avec des robots à terme. Je verrai peut-être cette horreur quand j'aurai 100 ans. Alors, on a Nicole Royer qui demande pour avoir ces informations, il faut faire comment? Alors, je mets la bannière, il faut envoyer un mail, je mets la bannière, là, voilà. Là, voilà l'adresse mail et le numéro de téléphone. Nicole, appelle-moi, envoie-moi un mail, j'enverrai bien sûr les documents à tous ceux qui me les demanderont, bien entendu. Voilà. Une demande de la Freedom Information Act datant de 2021 a produit ce qui est désormais connu sous le nom de rapport confidentiel Pfizer, montrant que le géant des vaccins savait depuis le début que son vaccin était mortel. Je n'insiste pas, je vous renvoie aux vidéos pertinentes. Voilà, le PDG de JP Morgan demande au gouvernement du monde entier de saisir la propriété privée pour sauver la planète. Ça, on va en reparler. Ouais. Si vous avez une maison, voilà, c'est en danger. Alors, eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Et donc, je vais demander à Rafi et Sandra de conclure. Et puis après, je ferai ma conclusion. Et nous verrons le nouveau générique final que Rafi a créé. Et je vous invite dans les commentaires ensuite à dire ce que vous pensez de ce nouveau générique. Alors, mot de conclusion de Sandra. Alors, moi, en conclusion, quand j'ai lu ce rapport, je me suis dit, mais finalement, on ne sera plus des êtres humains. D'abord parce qu'on va perdre notre liberté, mais en plus, on va être pucés. Donc, c'est plus la peine d'avoir de nom, de prénom. On aura juste un numéro, un identifiant. Voilà. Et notre vie va se résumer à ça. Si on veut avoir accès à quelque chose, on montre la puce. Mais où elle est la liberté? Même à terme, est-ce qu'on aura le choix de choisir notre métier? Parce que finalement, déjà à la base, en fonction de notre éducation et de ce qu'ils vont déceler, on va peut-être tout dire, bah voilà, toi, t'as pas le choix, tu vas faire telles études. Mais c'est sûr, on nous le dira, c'est pas peut-être. Voilà, on nous dira. Donc c'est très très grave. Et là, il est vraiment temps que les gens se réveillent. Et comme les Londoniens, on dit non. Et là, je te rejoins, Rafi. Il faut dire non à ce projet qui est complètement, c'est même plus un projet puisqu'ils le mettent en place, mais c'est complètement fou.
foule. Là, il faut vraiment prendre conscience des choses. Voilà. Alors moi, ce que j'ai à vous dire, quand on a fait hier cette préparation de cette émission, qu'on est en inter en ce moment avec vous en direct, eh bien, on n'a pas dit la moitié de tout ce qu'on a, comment on a réagi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a gardées en off, tellement qu'on a été sidérés nous-mêmes par rapport à ça. Et puis, on s'est aussi posé des questions à votre place, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez penser par rapport à tout ce qu'on va vous balancer, et comment vous allez les entendre, et surtout ce que vous allez vous poser comme question et nous la poser à nous. Et effectivement, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien, vous nous dites à nous, Agora TV, voilà ce qui arrive. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, Sandra vous a dit, il faut prendre ce pouvoir que nous avons tous, le pouvoir de dire non. C'est un vrai pouvoir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, ça nous appartient, dire non. Et puis, n'oubliez pas ce que veut faire ce système, cet État mondial, ce gouvernement mondial, c'est de faire ce qu'on appelle une conformité. Tout le monde conforme, avec la pensée unique, et tout le monde au même rang, les uns derrière les autres, les uns derrière les autres, pardon, à la queue leu. D'accord? Je vois dans ta pensée avec une plume dans le cul, François. Et la réponse que je vous donne, chers agoraciens, agoraciennes, spectateurs et auditeurs et tous ceux qui nous regardent, eh bien, soyez contre l'anticonformisme. Il faut être anticonformiste. Il ne faut pas être conforme. Il faut arrêter ça. Soyez contre le conformisme. Ouais. Voilà, être contre le conformisme. Donc, être anticonformiste. Ce n'est pas un gros mot. Et quand j'ai dit ça hier au niveau de la anticonformité, il y a un mot qui m'est venu à l'esprit, c'était antisocial. Ouais. D'accord, François et Sandra? Ouais. Antisocial. Et puis, ça m'a ramené à une très vieille chanson qui date de 1980. Je suis allé chercher les paroles et j'ai lu les paroles à François et à Sandra et je lui dis, mais bien sûr, ces paroles, elles parlent à tout le monde. En 1980, rassurez-vous, c'était il y a déjà longtemps, mais ces paroles, elles sont valables encore aujourd'hui. Il disait en 1980 ce qui est en train de se passer maintenant. Et c'est pour ça que j'ai créé ce générique que vous allez voir à la fin de cette émission. Vous allez voir les images, elles parlent d'elles-mêmes, et le texte, parce qu'il y aura tout le texte, regardez le texte, et lisez le texte, vous pouvez même chanter en même temps sur les paroles que vous allez voir, et surtout, on aimerait bien voir vos commentaires au niveau du chat, si vous êtes touchés par ce que disent ces paroles, parce que c'est vraiment énorme. Même moi, j'ai été choqué par rapport à ce que j'étais en train de créer. C'est un truc de dingue, quoi. Quand vous allez voir ça, ça va vous parler, ça va peut-être vous réveiller, ça va peut-être faire le tilt. Enfin, peut-être quelque chose qui va, hop, sortir le truc qui vous empêche de réfléchir pour certains. Moi, je vous fais ce cadeau-là. Regardez ce clip, regardez ça jusqu'au bout. Effectivement, je vois la personne qui dit antisocial, tu perds ton sang-froid. Je crois que beaucoup ont compris. Certains l'ont oublié, d'autres ne le connaissent pas. Moi, j'ai été content de faire ça. C'est peut-être demain le générique de fin de toutes nos émissions qui va savoir, en espérant qu'on ne censure pas ce générique pour des droits d'auteur, parce que je m'adresse aux créateurs de ces chansons. Je crois que si je ne me trompe pas, c'était Trust qui avait lancé ce message. Et je demande à Trust, voilà, solennellement, de ne pas nous censurer, de ne pas demander à ce qu'on nous coupe pour des soi-disant droits d'auteur. Parce que c'est un message que vous avez transmis. Alors, eh bien, je vais dire, moi, mon mot de conclusion avant de vous laisser avec ce générique final. Je réponds juste à un commentaire, quelqu'un qui a dit « Je préférerais mourir que d'avoir cette puce dans mon corps. Mourir, non. Résister, oui. » Alors, une seule planète, une seule famille, un seul avenir, telle est notre devise. Si vous ne comprenez pas, à la lecture de cette phrase, ce qu'implique le mondialisme, c'est que vous n'avez ni yeux pour voir, ni oreilles pour entendre.
Vous serez asservis et chacun des actes fondamentaux de votre vie sera épié et conditionné à l'approbation du gouvernement mondial. Je suis ce soir, moi, scandalisé. Scandalisé parce que pendant que les chefs d'État ont signé cette déclaration qui montre que leurs préparatifs sont suffisamment avancés pour que leur prise de pouvoir éclate au grand jour, pendant que je vous fournis la preuve irréfutable de ce qui va se passer, des groupes de soi-disant lanceurs d'alerte et résistants se trémoussent dans des commissions, des politbureaux, des comités, des collectifs, avec des noms de plus en plus farfelus, tribunal populaire, table des 700, chapiteaux et que sais-je d'autres. Vous avez pu voir par vous-même l'efficacité de telles choses. Elles n'ont pas empêché les mondialistes de mener à bien leurs sinistres entreprises. Elles n'ont pas empêché les restrictions de liberté dues au vaccin, le chantage à l'emploi et bien d'autres brimades encore. Je dois ce soir vous poser la question. Ces lanceurs d'alerte vous ont-ils produit un seul document pour vous prouver ce que font les mondialistes? Vous ont-ils donné une seule action de résistance à mener qui est aboutie à un résultat concret? Vous répondrez vous-même à la question car vous avez la réponse. Pendant qu'ils parlent et s'agitent, affairés sans rien faire, les banques s'apprêtent à passer au numérique, les enfants sont menacés de vaccination à l'école, les cours d'éducation sexuelle s'intensifient, apprenant la fellation à des gamins de 5 ans, et tout cela au travers de cahiers de causerie. Et que font ces gens qui vous font faire des kilomètres à travers la France pour des rencontres de palabres qui n'aboutissent à rien de concret? Cela ne tient qu'à un seul mot, rien. Nous, Agora TV, nous refusons le mondialisme avec la dernière rigueur. À une seule planète, nous opposons la diversité des peuples dans une harmonie et un accueil de l'autre universel. À une seule famille, nous opposons la volonté de s'entendre avec toutes les familles du monde pour construire ensemble les vraies valeurs de la famille, un père, une mère et des enfants grandissant à l'ombre d'un couple aimant. À un seul avenir pucé et uniforme, nous opposons l'avenir de chacun respecté par tous. Les agités du Politburo nous demanderont de quel droit nous parlons. Notre légitimité à parler, ce sont les 2 membres de notre équipe qui sont morts pour que le mondialisme ne triomphe pas. Non, messieurs les trémoussés du collectif, messieurs les tympanisés de la commission, les monteurs de chapiteaux, messieurs les lanceurs d'alerte, à mal de vue sur le net, la résistance n'est pas un dîner de gala, ni une récolte d'adhésion destinée à servir des ambitions. Face à la montée du péril mondialiste, on ne palabre pas, on dit non et on agit. Une zone de libre humanité, et nous en reparlerons, doit exister au plus vite. Un lieu où la marque de la bête n'aura pas cours, un lieu où produire notre propre subsistance, un lieu où les compétences s'échangeront dans la solidarité la plus totale, un lieu de respect de chacun dans ce qu'il est, où nous déciderons tous ensemble de notre avenir de la façon la plus directe, et ce, par opposition aux lanceurs d'alerte que vous connaissez et qui finissent toujours par se présenter à une élection, courant après le salaire et dévorés d'ambition. Au contraire, chaque acte de résistance est un chant qui doit nous rappeler ceux qui ont lutté pour la liberté. Mes amis, le destin des héros en devenir que vous êtes s'accomplit par amour. Mes amis, j'ai fait un rêve. J'ai vu des hommes et des femmes qui se battaient pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Des hommes et des femmes qui se dressaient contre la peur et la tyrannie. J'ai vu qu'après eux, après vous, tout le monde naissait libre. Ce rêve, il est dans vos mains, dans vos yeux, dans vos cœurs, dans votre sourire, que le mondialisme veut effacer. Ce rêve, il deviendra réalité, car il est tout entier dans cette parole du Christ. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Mes amis, nous vaincrons parce que votre vie, nul ne la prend, mais c'est vous qui la donnez.
Tu bosses toute ta vie pour payer ta pire tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, perdons les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser des gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer d'un bâtard. Mais cesse de faire le point, serre plutôt les poings. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui hier t'enviaient aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. En lisant ton journal, tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang.